Oui, bonsoir à tous. Bienvenue au 38e webinaire intitulé portant sur le thème Procédure nationale de passation des marchés publics. Je suis heureux de vous accueillir. Merci à tout un chacun pour votre présence et votre ponctualité et désolé pour les désagréments techniques. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de souligner l'importance du thème que nous abordons aujourd'hui. Il faut dire que la passation des marchés publics est en effet un levier essentiel pour le développement économique, la transparence et la bonne gouvernance. Maîtriser les procédures en question, c'est de garantir que les ressources publiques sont utilisées de manière efficace, équitable et dans le respect des règles. C'est aussi prévenir les litiges et renforcer bien entendu la confiance des partenaires et améliorer la qualité des services et des infrastructures fournies à nos populations. C'est donc crucial pour nous, non seulement les professionnels des marchés publics, mais aussi pour l'ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans l'exécution et ou la passation des marchés publics. Donc, nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de passer la parole à notre cher présentateur, nous allons demander aux uns et aux autres de désactiver leur micro et leur caméra pendant les interventions, afin de garantir une bonne qualité sonore. Donc, le webinaire va se dérouler en 3 phases. Il y a la première partie qui est en cours. Après cela, je vais passer la parole à notre cher présentateur qui va présenter son exposé, à l'issue de quoi nous allons passer à la phase terminale, qui est la phase des questions, des échanges et des apports. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous M. Kasséré Semporé, expert stagiaire au cabinet Fidali, qui a une expérience riche en passation et en exécution des marchés publics, qui est avec nous pour nous entretenir, bien entendu, sur les procédures de passation des marchés publics au plan national. Donc, sans plus tarder, je vais lui céder la parole pour ouvrir officiellement les travaux. Voilà. Donc, Monsieur Ouédraogo, Monsieur Semporé, pardon, si vous me recevez, on peut commencer. Ok. Merci bien. D'accord, je pense que c'est bon. Monsieur Semporé, vous pouvez aller. Ok. Merci bien au modérateur. Ok. Donc, bonsoir encore à vous. On va s'excuser pour les petits problèmes techniques. Alors, donc, j'ai l'honneur, en tout cas, de traiter le thème procédure nationale de passation des marchés publics avec vous, dont la situation va se présenter comme suit. Donc, nous allons, dans un premier temps, passer au plan de la présentation. Dans un premier point, nous allons aborder une généralité sur les marchés publics. Dans le deuxième point, nous allons développer les dispositifs réglementaires des marchés publics du Burkina Faso et des délégations de services publics. Dans un troisième point, nous allons traiter des procédures proprement dites. Donc, le module 1, c'est généralité sur les marchés publics. On va d'abord traiter, bien sûr, sur les marchés publics avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, le module 1 est structuré en 3. Dans le premier point, on a d'abord la définition des concepts, les principes fondamentaux des marchés publics, la classification, bien sûr, des marchés publics de la commande publique, définition des concepts. Donc, c'est l'article 2 du décret 2024-1748 du 31 décembre qui définit le marché public. Il définit le marché public comme un contrat administratif écrit conclu à titre honoré par une entité contractante avec des entités privées ou publiques pour répondre bien sûr à ses besoins en matière de travaux, de fourniture, d'équipement ou de services courants. Le même article 2 encore définit la commande publique comme toute forme d'acquisition de biens, services, prestations au profit des collectivités de services publics et de partenariat public-privé. Donc, quelques définitions et concepts qu'on a retenu pour partager au sens strict, bien sûr, du décret 2024-1748. Alors, le décret définit que tout contrat de convention a été résilié à son tort exclusif.
Donc, la commission d'attribution des marchés, c'est la commission d'ouverture des prix et d'évaluation des offres dans le cadre des marchés publics. Donc, ici, le marché à commande, c'est quoi un marché à commande? Un marché à commande, c'est un marché qui détermine les spécifications et la consistance, bien sûr, des prestations. Un marché de clientèle, c'est un marché passé pour une période déterminée pour des prestations de services, fournitures, travaux d'entretien ou de maintenance sans spécification de quantité ou de valeur avec des conditions de prix connues dès au départ. Donc, une offre, bien sûr, c'est un ensemble d'éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission. Un marché de prestations intellectuelles est un marché qui n'est ni marché de travaux, ni marché de fourniture, ni marché de services courants et dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Les marchés publics de services courants sont des marchés qui ont pour objet l'acquisition de services pouvant être fournis sans spécification technique particulière. L'autorité contractante, c'est une personne morale de droit public ou de droit privé, à savoir l'État, les établissements publics de l'État, les collectivités territoriales, les sociétés d'État, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique, signataire d'un marché public ou d'une délégation de service public. Alors, donc, c'est quelques définitions vraiment à trier sur le volet qu'on a voulu partager avec vous. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais bon, on a jugé nécessaire en tout cas de trier ces quelques définitions pour partager avec vous. Voilà. Donc, le deuxième point va s'articuler autour des principes fondamentaux des marchés publics. Il faut retenir qu'il y a 6 principes en marché public. Donc, le premier principe, bien sûr, c'est le principe de l'économie de l'efficacité de la procédure, le principe de libre accès à la commande publique, le principe de l'égalité des candidats, le principe de reconnaissance mutuelle, le principe de la transparence. Nous allons demander à M. Ouedraogo Abdoulaye de bien vouloir désactiver sa caméra et son micro. D'accord. C'est Mboré. Merci bien au modérateur. Et enfin, on a le 6e principe qui est le principe de l'intégrité du processus. Donc, après les différents principes, nous allons passer au point suivant qui est la classification des marchés. Donc, au niveau de classification, on peut retenir 3 critères pour classifier les marchés. On a les critères matériels. Le critère matériel, bien sûr, résume les marchés de travaux, de fournitures, services courants, les prestations intellectuelles et de type mixte. Au niveau du critère 2, on a les marchés à prix forfaitaire, les marchés à prix unitaire. Au niveau du critère 3, on a les contrats rémunérés au forfait, les contrats rémunérés au temps passé, le contrat de dépenses contrôlées. Bon, le module 2 va s'articuler sur le cadre réglementaire des marchés publics. On va aborder le cadre réglementaire. Donc, au niveau du cadre réglementaire, il faut dire qu'il y a d'abord les textes communautaires. Parmi les textes communautaires, on peut retenir en fait 3 directives. On a d'abord la directive numéro 04-2005 CM du mois du 9 décembre 2004 portant procédure de passation d'exécution des règlements des marchés publics et des délégations de services publics dans l'Union monétaire ouest-africaine. On a la directive numéro 05-2005 du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et la directive numéro 01-2009 du 27 mars 2009 portant cours de transparence dans la gestion des marchés publics. En plus, bien sûr, des textes communautaires, on a les textes nationaux, à savoir les décrets, les arrêtés, les arrêtés, bien sûr, qui encadrent les marchés publics. Il faut retenir que depuis 2024, il y a une nouvelle loi sur les marchés publics qui est entrée en vigueur. C'est la loi, bien sûr, 05-2024 du 20 avril 2024. Et aussi, il y a le décret 2024-1748, presque du 31 décembre, portant procédure de passation et d'exécution des marchés publics. C'est
Ce décret, en fait, qui donne vraiment les éléments nécessaires pour la passation, c'est vraiment le décret d'application de la loi 050 que j'ai cité tantôt. Il y a aussi le décret 2024-165 du 31 décembre portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique. Il y a l'arrêté numéro 2023-460 MFP, CAP du 8 septembre 2024 portant détermination des spécifications, des prestations spécifiques et procédures applicables. En fait, les prestations spécifiques, c'est un ensemble de prestations répertoriées qu'on peut utiliser en fait des procédures allégées pour passer. À savoir, par exemple, si vous prenez les acquisitions de carburant, en fait, ce sont des acquisitions à prix réglementé. Voilà, donc, bon, pour ce type de besoin, l'autorité a estimé qu'on n'a pas besoin de faire la concurrence parce que le prix est réglementé. Donc, dans ce décret, il y a un certain nombre de dépenses qui ont été énumérées et citées. Il y a le décret 2024-1600 presse PMF du 18 décembre portant pour d'éthique et de déontologie de la commande publique. Parmi les textes réglementaires au niveau national, on a les différents arrêtés. On a l'arrêté numéro 2018-448 magnifique du 26 octobre 2018 portant fixation des conditions de mise à disposition d'après la concurrence des cahiers de charges à la procédure d'entente des délivrances d'agrément. C'est cet agrément-là en fait qui fixe le prix des dossiers. C'est-à-dire que quand vous voulez soumissionner un marché, vous devez en fait acheter le dossier. Donc l'arrêté 2018-448, c'est l'arrêté en fait qui fixe les conditions de mise à disposition, bien sûr, des dossiers d'appel à la concurrence. Donc, se trouve dans cet arrêté. Il y a l'arrêté 2017-391 modificat portant modalité d'immatriculation des marchés publics. C'est arrêté qui donne vraiment les détails, bien sûr, sur les immatriculations des marchés, les numéros qu'il faut retenir dans le cas des marchés, en fonction, bien sûr, de la procédure et puis de l'autorité contractante. Il y a l'arrêté numéro 2010-001 MEF DGMP du 7 janvier 2010 portant nomination et désignation des membres des sous-commissions techniques. Il y a l'arrêté 2010 portant délégation de signature au ministre et au président d'institution administrateur de crédit. Il y a l'arrêté numéro 2010-454 du 31 décembre 2000 portant adoption du référentiel des délais de passation des marchés publics et des délégations de services publics. Cet arrêté va beaucoup intéresser les auditeurs. C'est le référentiel qui fixe les délais de passation des marchés et des délégations de services publics. Donc, c'est un certain nombre d'arrêtés qui encadrent l'ensemble qui encadre les marchés publics qu'on a essayé de répertorier pour partager avec vous. Alors, on pourrait en tout cas disponibiliser ces différents arrêtés pour que les autres puissent prendre connaissance du contenu parce que c'est vraiment volumineux. On va voir dans le deuxième point le cadre institutionnel. Dans le cadre institutionnel, on a trois éléments essentiels à retenir. Il y a d'abord la COP, qui est l'organe de régulation de la commande publique. Et après la COP, on a la DGCMF, qui est la Direction générale du contrôle des marchés et engagements financiers. Et enfin, on a les organes de gestion. Donc, l'ARCOP est l'autorité de régulation de la commande. Elle assure le contrôle a posteriori de la régulation des marchés publics et des délégations de services publics. À ce titre, il définit les politiques en matière de marchés publics. Elle prononce bien sûr les sanctions et donne son avis sur les conditions de délivrance et de retrait d'agrément. Elle assure le règlement non juridictionnel des différends. Elle s'auto-saisit en cas de présumé. Elle s'auto-saisit des cas présumés de violation de la réglementation. Elle conduit des audits et des enquêtes. Elle recommande à l'autorité compétente des poursuites judiciaires et des sanctions disciplinaires si au besoin. Après la COP, on a toujours au niveau de la COP, on peut mieux réaliser ses missions. La COP comprend essentiellement trois organes. Il y a le conseil de régulation, le secrétariat permanent il y a le secrétariat permanent et l'organe de règlement des différends, dont les différends aussi des marchés publics sont toujours portés devant cette instance-là qui, plus ou moins de façon amiable, essaie de trancher. Si les parties ne s'accordent pas, il faut toujours continuer au tribunal administratif. Après la COP, au niveau du cadre institutionnel, on a la Direction générale des marchés publics et des engagements financiers, à savoir la DGCMF. La DGCMF est chargée de contrôler l'application de la réglementation sur la commande publique. Elle exerce le contrôle a priori de la passation. À ce titre, elle informe et conseille l'ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables. Elle émet des avis.
et l'accord des autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu'elles sont prévues par la réglementation. Comme exemple, ce qu'on va voir un peu devant les procédures exceptionnelles. Parmi les procédures exceptionnelles, vous allez voir que au niveau de l'entente directe, l'avis, bien sûr, de la DGCMF est obligatoire pour passer un marché par entente directe. Maintenant, l'avis peut être favorable comme elle peut être défavorable, mais l'autorité contractante est tenue de requérir l'avis de la DGCMF avant de décider, voilà, s'il faut passer, bien sûr, le marché par entente directe. Voilà. Elle approuve les justifications de capacité technique motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation des services publics. Elle approuve bien sûr les plans de passation des marchés des différentes autorités contractantes. Donc, les organes de gestion. Au niveau des organes de gestion, c'est l'article 8 du décret de 2024 qui traite bien sûr des organes de gestion. On a d'abord, parmi les éléments des organes de gestion, on a la personne responsable de la commande publique, qui est une innovation. Avant la loi de 2024, cette personne était appelée PRM, personne responsable des marchés publics. Avec l'adoption de cette loi de 2024, la dénomination de cette personne qui est chargée des marchés publics a changé. Elle est passée de personne PRM, personne responsable des marchés, à personne responsable de la commande publique. Donc, c'est une personne qui est mandatée par l'autorité contractante pour planifier, mettre en œuvre les procédures de passation qui suivent l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics au sein des différentes autorités contractantes. Après la PRCP, on a le gestionnaire du crédit. C'est la personne qui est responsable, il est la personne responsable en charge des finances de l'autorité contractante. À cet effet, il est chargé de la définition des besoins et de leur transmission à la PRCP. Et en vue de l'élaboration du plan de passation des marchés, il assure l'élaboration et la mise en œuvre des contrats, le suivi administratif de l'exécution des marchés publics, la réception des prestations et les règlements y afférents. Alors donc, la PRCP et le gestionnaire de crédit, bien sûr, c'est deux personnes qui doivent travailler en tandem, puisque c'est le gestionnaire, bien sûr, qui doit définir les différents besoins à partir des services techniques et transmettre à la PRCP, qui va procéder, bien sûr, à l'élaboration du plan de passation des marchés. Après, on a les commissions d'attribution des marchés. Au sein de chaque autorité contractante, doit mettre en place, bien sûr, des différentes commissions de passation des marchés. Et ces différentes commissions sont sous l'autorité de la PRCP, c'est-à-dire la personne responsable de la commande publique. La commission d'attribution est chargée, bien sûr, de l'ouverture des plis, d'effectuer l'examen des candidatures, évaluer les offres proposées l'attributeur provisoire du marché. Donc, la CAM est créée, bien sûr, au sein de chaque autorité contractante, comme je disais tantôt. Les séances d'ouverture des plis des CAM sont toujours publiques pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaitent participer. Donc, après les commissions, on a les autorités d'approbation. L'autorité d'approbation du contrat est la personne compétente chargée d'accomplir la formalité administrative obligatoire matérialisée par une signature qui a pour effet de valider le contrat. Il s'agit généralement de l'ordonnateur du budget qui peut toutefois déléguer l'approbation du contrat à une autre personne désignée par lui-même. Alors donc, une fois que la commission a attribué le marché doit être approuvé par une personne qui est généralement l'autorité d'approbation. Et l'autorité d'approbation est parfois l'ordonnateur du budget. L'ordonnateur du budget aussi peut déléguer cette tâche-là à une personne en fonction du seuil. Voilà, donc l'autorité d'approbation peut décider qu'à partir d'un certain seuil, lui il va approuver ou bien il va déléguer à un responsable du bureau opérationnel pour l'approbation. Après l'approbation du contrat, on a les commissions de réception. Les travaux réalisés ou les fournitures livrées à l'issue de l'exécution des commandes publiques d'un montant égal ou supérieur à 1 million sont réceptionnés par une commission de réception. Alors, donc, on peut noter ici que pour les travaux, que ce soit les travaux, les fournitures, lorsque le montant dépasse 1 million de francs CFA est supérieur ou égal à 1 million de francs CFA, on doit mettre en place une commission qui doit réceptionner les travaux ou la prestation ou la livraison. Et la commission est généralement composée, bien sûr, des membres suivants. On a d'abord le président qui est le gestionnaire de crédit ou son représentant. Il peut se faire représenter le rapporteur qui est le service bénéficiaire, le représentant du service technique,
Voilà, si c'est des équipements ou en tout cas c'est des biens d'une certaine technicité, il faut avoir le représentant d'un service technique compétent. Par exemple, si vous souhaitez acquérir du matériel informatique dans la commission, il faut voilà, des agents, en tout cas de la DSI, ou bien un service technique compétent qui peut en tout cas attester la qualité du matériel avant que la commission ne procède à la réception. Puisque la commission constate l'existence physique du bien, maintenant c'est les services techniques qui peuvent en tout cas attester du respect des caractéristiques techniques. On a le comptable matière ou son représentant. Vous allez remarquer que ces dernières années, il y a eu une innovation majeure dans les administrations publiques avec l'apparition des comptables matières, qui sont bien sûr des personnes garantes de la gestion des matières de l'État. Donc, ces personnes aussi doivent maintenant participer dans les différentes commissions de réception de la commande publique. On a la personne responsable de la commande publique, son représentant. On a aussi les services techniques comme la direction générale du budget, la DGC et la DGCMF qui doivent aussi participer dans ces différentes commissions. La sous-commission technique d'évaluation des offres ou des propositions, c'est une sous-commission, bien sûr, qui est annexée à la grande commission, c'est-à-dire la CAM. Voilà, pour vous d'analyser, bien sûr, les offres issues des appels d'offres et des demandes de propositions. Une sous-commission technique est mise en place, bien sûr, par la CAM, comme j'ai dit tantôt, c'est annexé par la CAM. Alors, les membres de la sous-commission sont désignés parmi ceux figurant sur la liste établie par un arrêté du ministre en charge du budget. A priori, en principe, il y a une liste des membres de sous-commission qui doit être dressée, bien sûr, par le ministère en charge du budget. Et c'est dans l'intérieur de cette liste-là que les autorités contractantes doivent désigner, bien sûr, les membres de leur sous-commission technique. C'est vrai que, excusez-moi, c'est vrai que parfois, dans la pratique, ce n'est pas le cas, mais bon. Voilà. Donc, cette commission a pour rôle, bien sûr, d'analyser les offres conformément aux critères spécifiés dans le dossier d'appel à concurrence. Donc, les sous-commissions apprécient, bien sûr, ou bien je vais dire, évaluent les offres conformément aux critères précisés dans le dossier d'appel à concurrence. Il fait, bien sûr, le classement des offres évaluées conformes et propose, bien sûr, l'attribution du marché. Donc, après tous ces éléments de généralité, on va en fait rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est la procédure de passation des marchés. Donc, à ce niveau, il faut retenir, c'est structuré fondamentalement en deux parties. Il y a d'abord la détermination des besoins et planification du marché. Il y a les procédures du marché, les procédures de passation des marchés proprement dit. Donc, tout marché passe nécessairement, bien sûr, par la détermination des besoins et la planification des besoins. Donc, à ce niveau, on peut dire la passation des marchés passe par une détermination des besoins et une planification des marchés publics, ainsi qu'une publication d'un avis général licenciant les marchés publics et les délégations de services publics. La nature et l'étendue des besoins doivent être déterminés avec précision, bien sûr, par les autorités contractantes avant tout appel à concurrence. Ou toute procédure de négociation par entente directe au début de chaque gestion budgétaire à travers un point de passation annuel des marchés. Tout marché public ou une délégation de services publics conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet explicite de répondre à cette besoin. Le choix des procédures ne doit pas avoir pour objet ni pour effet de soustraire les marchés publics, les délégations de services publics aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu bien sûr des textes en vigueur. Toujours dans la détermination et la planification des besoins. Pour les autres autorités contractantes, la PRCM, les PPM plutôt sont approuvés par l'organe délibérant après avis du comité, c'est-à-dire qu'au sein de la DGCMF, il y a un comité qui est mis en place, bien sûr, pour analyser et approuver les PPM. Ils doivent être cohérents, bien sûr, avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables et doivent être communiqués à la DGCMF pour avis et publication. Donc, les PPM ne sont pas figés. Les PPM peuvent être révisés autant de fois à souhait. Donc, l'autorité contractante concerne. Dans la pratique, on voit certains que non, notre PPM a été déjà adopté ou en telle dépense n'a pas été inscrite, donc on peut faire telle ou telle acquisition. Il faut noter que les PPM sont toujours révisables. Les commandes publiques passées par les autorités contractantes doivent avoir été pris à la main inscrits dans les plans annuels ou révisés. Donc,
obligatoirement, toutes les attentions doivent figurer sur le PPM. S'ils ne figurent pas sur le PPM initial, ils doivent figurer au moins sur le PPM délicé pour qu'on puisse l'exécuter. À défaut, voilà, c'est nul, hein, voilà, sous réserve, bien sûr, de l'appréciation du ministère en charge du budget. Tout morcellement de commandes publiques en violation, bien sûr, du PPM constitue un fractionnement. Voilà, on va voir certaines autorités qui morcellent, par exemple, des marchés pour pouvoir se soustraire de certaines procédures. Vous allez voir que la procédure de cotation non formelle est à 1 million. Comme le monsieur ne veut pas passer le marché par la procédure de cotation formelle, voilà, il a une enveloppe de 3 millions, il morcelle en 4 marchés, donc il passe les 4 marchés en procédure de cotation non formelle. Donc, ça, c'est constitué comme un fractionnement sur une violation de la réglementation qui est sanctionnée. Un autre élément aussi fondamental qu'il faut noter, c'est les mentions obligatoires dans un avis d'appel à concurrence. Tout appel à concurrence pouvait être porté à la connaissance du public par la publication d'un avis à insertion dans la revue des marchés publics dans un journal d'information légale à grande diffusion. Voilà, il y a certaines informations obligatoires qui doivent figurer sur l'avis général. Donc, tous les marchés doivent être publiés, soit bien sûr dans la revue des marchés publics ou dans un journal d'annonce général. Et cette annonce-là doit comporter les mentions obligatoires suivantes. D'abord, l'autorité contractante, l'identité de l'autorité contractante, l'objet du marché, la source de financement doit toujours être précisée, que ce soit le budget de l'État ou le budget de bailleur, à préciser. Le lieu, les conditions de consultation ou d'acquisition du dossier d'appel à concurrence, c'est obligatoire. La date de signature et de l'autorité habilitée, le lieu, la date limite de réception des offres, le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres, les justifications à produire concernant les qualités et les capacités exigées des candidats, le lieu, date et heure fixée pour l'ouverture des offres, je vais préciser. Voici un peu, de façon ramassée, en tout cas, les éléments obligatoires qui doivent figurer sur les avis d'appel à concurrence. Donc, on va rentrer vraiment dans le sujet maintenant avec la procédure de passation des marchés publics. Donc, les marchés publics sont passés selon des procédures qui peuvent être regroupées en 3 grandes catégories qui sont, on a d'abord les procédures de droit commun, les procédures allégées et les procédures exceptionnelles. Donc, on peut retenir 3 procédures essentielles qui sont les procédures de droit commun, les procédures allégées et les procédures exceptionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on attend par procédure de droit commun? Les procédures de droit commun regroupent bien sûr l'appel d'offres ouvert et la demande de proposition. Avec la nouvelle loi sur la commande publique, il y a une innovation majeure aussi qui est introduite, c'est la sélection du consultant individuel qui a été retenue comme élément bien sûr des procédures de droit commun. On va développer ça un peu plus devant, comme c'est une innovation pour la nouvelle loi. On va mettre un accent dessus. Donc, c'est quoi l'appel d'offres ouvert? L'appel d'offres ouvert est la procédure d'appel à concurrence ouverte par laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme évaluée la moins disant et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Alors, donc le choix est fait bien sûr sur la base de l'offre évaluée conforme la moins disant. Bon, par abus de langage, certains disent voilà la moins disant. Préalablement, l'offre doit être évaluée, elle doit être conforme avant même qu'on regarde les enveloppes. Donc, si vous n'êtes même pas techniquement qualifié, on ne regarde même pas entre votre enveloppe financière. Donc, c'est l'élément aussi que je voulais préciser. C'est la procédure pour les marchés de travaux. Elle est utilisée fondamentalement pour les marchés de travaux, les marchés de fourniture d'équipements et de services courants. Son formalisme permet de garantir la transparence de la procédure et le respect de l'égalité des entreprises face à la commande publique. Après ça, on a la demande de propositions qui sont précédées d'un avis en manifestation d'intérêt. C'est la procédure de droit commun pour les passations des marchés de prestations intellectuelles. Alors, donc
intellectuelle sur le marché, comme on a défini tantôt, dont l'élément matériel, dont l'élément prédominant est l'intellectuel. En fait. Dans le contrat de prestations intellectuelles, inclut les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment, bien sûr, les services d'assistance informatique. La sélection d'un consultant individuel, c'est l'innovation qui a été introduite avec la nouvelle loi. C'est la procédure selon laquelle les consultants individuels sont recrutés suivant une mise en concurrence ouverte, quel que soit le montant, au moyen d'un avis à manifestation d'intérêt. Donc là, il n'y a même pas de montant, il n'y a pas de seuil comme les autres types de marchés. À ce niveau, quel que soit le montant, les autorités contractantes peuvent passer par cette procédure pour recruter un consultant individuel pour satisfaire à leurs besoins. On a dit qu'il est précédé, bien sûr, par une manifestation d'intérêt, à la suite duquel il est requis du consultant le mieux qualifié une proposition technique et financière. L'autorité contractante recourt à cette procédure dans le cadre d'une mission pour laquelle une équipe d'experts n'est pas nécessaire. Alors, si on est dans une situation où voilà, le recrutement d'une équipe d'experts n'est pas nécessaire, on peut faire recours à cette procédure où l'expérience et les qualifications du consultant individuel constitue un critère de choix majeur. Donc, après, la procédure de droit commun qui est bien sûr l'appel d'offres, la demande de proposition et puis la sélection du consultant, on va voir maintenant les procédures allégées. Toutes les autres procédures que vous connaissez, hormis l'appel d'offres et puis les demandes de proposition sont des procédures allégées. Les procédures allégées, bien sûr, concernent la demande de prix, la demande de cotation, la demande de proposition allégée et la consultation de consultants. Donc, la demande de prix, c'est quoi? C'est une procédure qui est utilisée lorsque le montant provisionnel du marché est conforme au seuil fixé par la réglementation en vigueur pour les marchés, fournitures, travaux, équipements et les services courants. J'ai fait un tableau synthétique pour mieux synthétiser en fait les différents seuils. On va voir les seuils un peu au slide suivant. Voilà. Donc, la demande de cotation, on distingue la demande de cotation formelle et la demande de cotation non formelle. La demande de cotation formelle, c'est le mot de passation pour les marchés autres que ceux des prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal à 1 million, inférieur à 10 millions de francs CFA pour les EPE et les communes autres que celles à statut particulier, d'une part, et d'autre part, strictement inférieur à 20 millions de francs CFA pour les autres autorités de contractantes. Alors, donc, tous les EPE et les communes autres que les communes à statut particulier, les seuils n'ont pas évolué, hein, c'est toujours dans l'intervalle de 1 à 10 millions, alors que tous les autres types d'autorités contractantes, à savoir l'État, ses démembrements, les sociétés, à savoir l'État et les collectivités à statut particulier, les sociétés d'État. Voilà, là, le seuil est passé de 10 millions à 20 millions pour les demandes de cotation pour les autorités contractantes. Donc, alors, comment la demande de cotation se fait de façon pratique? De façon pratique, depuis 2023, les autorités contractantes ont l'obligation de constituer une base de données. C'est-à-dire que les autorités contractantes ne peuvent plus faire recours, bien sûr, aux méthodes traditionnelles qui consistent à collecter 3 factures pro forma auprès, bien sûr, des fournisseurs dans le domaine. Maintenant, chaque début d'année, les autorités contractantes doivent constituer des bases de données des fournisseurs par nature de prestations ou d'acquisition. Et chaque fois qu'il y a le besoin, c'est dans la base de données que l'autorité contractante doit consulter au moins, la loi dit bien au moins 3 fournisseurs par écrit. Voilà, pour en tout cas le fournir de différentes spécifications techniques de l'acquisition qu'il souhaite faire. Donc, c'est l'élément fondamental qu'il faut retenir. Voilà. La demande de cotation non formelle, donc elle s'applique lorsque le montant prévisionnel du marché est estimé inférieur à 1 million. C'est la procédure utilisée pour les équipements et pour les acquisitions de moindre ou plus ou moins importance. La demande de proposition allégée concerne les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est estimé inférieur à 60 millions de francs CFA et supérieur ou égal à 10 millions de francs CFA pour les EPE et les communes, tout que c'est la statut particulier, d'une part, et d'autre part, supérieur ou égal à 20 millions de francs CFA pour les autres autorités contractantes.
sont passés par cette procédure. Alors, donc, les demandes de proposition allégées sont toujours précédées d'une manifestation d'intérêt qui doit être publiée, bien sûr, dans la revue des marchés publics. Et lorsque, bien sûr, les différentes entreprises, les différents bureaux ou cabinets manifestent leur intérêt, la commission d'attribution des marchés retient, au moins après l'analyse des entretiens, le bureau techniquement conforme qui maintenant procède à la demande de proposition allégée proprement dite. Bien sûr, au moins les 3 bureaux qui sont retenus pour la suite de la procédure sont invités par une demande de proposition allégée à formuler bien sûr leurs offres techniques et financières pour le marché. Alors, donc, une fois que les différentes offres sont formulées, maintenant, les autorités contractantes entrent en négociation avec ces entreprises. La négociation d'abord se fait conformément par ordre classé sur la base, bien sûr, des propositions financières. On négocie d'abord avec le premier, ensuite le deuxième. Si c'est infructueux, le deuxième, ensuite le troisième. Et l'autorité contractante retient, bien sûr, le bureau. Après, on a la consultation du consultant, qui est la procédure de sélection pour les marchés de prestations intellectuelles dont le montant prévisionnel est souvent inférieur à 10 millions de francs CFA pour les écrits et les communes, autres que celles à statut particulier, d'une part, et d'autre part, souvent inférieur à 20 millions de francs CFA pour les autres autorités contractantes. Cette procédure s'applique aussi bien aux firmes de consultants qu'aux consultants individuels. Toutefois, on peut consulter à la fois des firmes de consultants et des consultants individuels. Donc, à ce niveau, soit vous consultez bien sûr des firmes, c'est-à-dire des entreprises, des personnes morales, soit vous consultez des consultants individuels, à savoir des personnes physiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mixer, vous ne pouvez pas être dans une situation où vous consultez des firmes et vous consultez des individus. Donc, les procédures exceptionnelles concernent l'appel d'offres restreint et l'entente directe. Voilà, l'appel d'offres est dit restreint lorsqu'elle peut remettre des offres des candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Voilà, il est fait recours à l'appel d'offres restreint lorsque les biens, travaux ou services courants de par leur nature spécialisée ne sont disponibles auprès d'un nombre limité de fournisseurs, voilà, d'entrepreneurs ou de prestataires de services susceptibles d'offrir des prestations sollicitées. Il en est de même pour certains types de biens, notamment les biens de production locale ou artisanale. Donc, pour les additions de ce type de biens-là, on peut passer bien sûr par l'appel d'offres restreint. Après l'appel d'offres restreint, ce qu'on peut retenir comme procédure exceptionnelle, c'est bien sûr l'entente directe. Alors, avant la nouvelle loi, l'entente directe est appelée gré à gré. Voilà, c'est le terme qui est connu de tout le monde. Mais l'autorité a estimé que voilà, cette expression est plus ou moins péjorative, donc elle est remplacée par l'expression entente directe. Et c'est lorsque l'autorité contractante engage des discussions qui lui paraissent utiles avec des entrepreneurs, fournisseurs ou des prestataires de services et propose à l'autorité compétente l'attribution du marché à celui qu'elle a retenu. La mise en œuvre de l'entente directe est aussi encadrée et soumise à l'autorisation de l'autorité compétente après avis de la structure en charge du contrôle a priori de la passation des marchés. Donc, l'entente directe aussi doit être faite dans certains contextes. Les marchés peuvent être passés par l'entente directe, soit dans le cadre, vous allez remarquer qu'avec la situation que le pays traverse, voilà, il y a un certain nombre d'allègements qui ont été accordés aux différentes autorités contractantes dans toutes les régions du pays, à savoir bien sûr le programme d'urgence du Sahel. Hormis le plus, on peut recourir à l'entente directe dans les cas souvent, dans le cas où il y a une catastrophe naturelle, il y a une situation d'extrême urgence, alors on peut recourir à l'entente directe. Mais toujours est-il que c'est soumis à l'avis bien sûr de la DGCNF et à l'autorisation de l'ordonnateur du budget. Donc, dans ce tableau, nous avons essayé de suivre les différentes procédures avec les différentes autorités contractantes qu'on peut avoir et puis les seuils. Alors, pour les appels d'offres
ouvert pour l'acquisition, bien sûr, des fournitures, équipements, services courants, dont le montant est supérieur ou égal à 100 millions, bien sûr, pour les ministères et institutions. Pour les travaux, pour les ministères et institutions, lorsque le montant est supérieur ou égal à 150 millions, c'est la procédure d'appel d'offres ouvert qui est utilisée. Pour les sociétés d'État, pour l'acquisition des fournitures, équipements et services courants, le seuil est de 150 millions. Le seuil est un montant prévisionnel, bien sûr, de 150 millions. Pour les travaux, le montant prévisionnel doit être supérieur ou égal à 200 millions pour faire des cours à l'appel d'offres ouvert. Pour les EPE, les collectivités territoriales, plutôt que c'est la statut particulier, pour l'acquisition des fournitures et équipements, le montant prévisionnel est supérieur ou égal à 100 millions. L'autorité contractante doit faire des appels d'offres ouverts. Pour les travaux, c'est 150 millions. Toujours dans la procédure de droit commun, la demande de proposition, à ce niveau, comme on a dit, c'est pour les marchés de prestations intellectuelles. Pour les ministères et institutions et les collectivités à statut particulier, alors c'est lorsque l'enveloppe provisionnelle est supérieure ou égale à 60 millions que l'autorité contractante peut recourir à la demande de proposition. Ensuite, pour les sociétés d'État, lorsque l'enveloppe provisionnelle est supérieure ou égale à 50 millions. Pour les EPE, les collectivités territoriales, lorsque l'enveloppe provisionnelle est supérieure à 60 millions. Donc, l'innovation majeure dont on évoquait précédemment, la sélection d'un consultant individuel, que ce soit pour les ministères, que ce soit pour les sociétés d'État, les EPE, les collectivités à statut particulier, il n'y a pas de seuil. Peu importe le montant, alors vous pouvez le dire à cette procédure pour recruter dans le cadre de son prestation. Après ça, nous avons les procédures allégées, à savoir la demande de prix. La demande de prix est la procédure qui est utilisée pour l'acquisition, bien sûr, des fournitures, équipements et services courants dont le montant est compris entre 20 millions et 100 millions pour les ministères et institutions et les collectivités territoriales à statut particulier. Lorsque aussi le montant est compris entre pour les travaux, lorsque le montant est compris entre 20 millions et 150 millions. Pour les sociétés d'État, c'est la procédure utilisée pour les acquisitions lorsque le montant est compris entre 20 millions et 150 millions, bien sûr, pour les acquisitions de fournitures, équipements et services courants. C'est les EPE, pour les EPE, les collectivités territoriales. Et la demande de prix est utilisée pour les acquisitions de fournitures, équipements et services courants lorsque le montant prévisionnel, l'enveloppe prévisionnelle de l'autorité contractante est compris entre 10 millions et 100 millions. Et pour les travaux, lorsque l'enveloppe sur le montant prévisionnel est compris entre 10 millions et 150 millions. Toujours dans la procédure allégée, on a la demande de cotation. Au niveau de la demande de cotation, on a dit que la demande de cotation est scindée en deux demandes de cotation formelle et demandes de cotation non formelle. Pour les demandes de cotation non formelle, au niveau des ministères et institutions et les collectivités à statut particulier pour l'acquisition des biens et services, même les travaux, lorsque l'enveloppe prévisionnelle est comprise entre 1 et 20 millions, alors ces différentes autorités contractantes doivent recourir à la procédure de demande de cotation formelle pour la passation du marché. Il va pour les sociétés d'État. Au niveau des EPE, les collectivités territoriales, c'est lorsque le montant est compris entre 1 million et 10 millions. Pour les demandes de cotation non formelles, elle est utilisée bien sûr pour l'acquisition de fournitures, équipements, services et travaux, lorsque bien sûr le montant est inférieur à 1 million, que ce soit pour les ministères et institutions, les collectivités territoriales à statut particulier, les sociétés d'État et aussi les EPE, les collectivités territoriales. Pour les demandes de propositions allégées, vu précéder d'une manifestation d'intérêt, elle est utilisée par les ministères et institutions lorsque l'enveloppe prévisionnelle est comprise entre 20 millions et 60 millions. Pour les sociétés d'État, c'est lorsque l'enveloppe prévisionnelle est comprise entre 20 millions et 60 millions. Pour les EPE et les collectivités territoriales, c'est lorsque l'enveloppe prévisionnelle est comprise toujours entre 20 millions et 60 millions.
Alors, pour la consultation des consultants, c'est la procédure utilisée pour le recrutement des consultants pour les prestations intellectuelles lorsque le montant, bien sûr, est inférieur à 20 millions pour les ministères, les collectivités à statut particulier, les sociétés d'État et les EPE, les collectivités territoriales, c'est lorsque le montant est inférieur à 10 millions. Pour les procédures exceptionnelles, à savoir l'appel d'offres restreint ou l'entente directe, il n'y a pas de montant qui est précisé. Donc, un marché par entente directe ou par appel d'offres restreint. Alors, nous sommes plus ou moins à la fin de cette première partie de la présentation. C'est vrai que quand on parle de marché public, c'est tellement joli que on a décidé en tout cas de commencer par le webinaire qui va dans un temps d'une heure plus ou moins. Donc, bon, je crois qu'au niveau des questions et des réponses, on pourra en tout cas revenir sur certains aspects ou développer certains aspects qu'on n'a pas plus ou moins parcouru ensemble. Merci pour votre attention soutenue. Je passe la parole au modérateur pour la suite de notre webinaire. Merci. D'accord, merci à vous pour cet exposé clair et riche qui s'est tenu en 3 grandes parties. Premièrement, vous avez parlé des généralités sur les marchés publics. Bon, ça, c'était pour éviter de tomber droit sur les procédures. Vous allez bien entendu nous édifier sur les généralités, notamment la définition de certains concepts que sont les marchés publics, le concept de commande publique. Également, on a eu à définir l'entreprise défaillante, la commission d'attribution des marchés, les marchés à commande, également les marchés de clientèle. Donc, au-delà des définitions des concepts, vous avez également tenu à rappeler les principes fondamentaux des marchés publics, qui étaient au nombre de 5 avant le nouveau décret du 31 décembre. Là. Nous avions l'économie et l'efficacité, il y avait le principe de libre accès à la commande publique, l'égalité des traitements des candidats, la reconnaissance mutuelle, la transparence du processus. Nous avons vu qu'ils ont ajouté récemment au décret du 31 décembre 2024 la procédure d'intégrité et le principe d'intégrité du processus. Voilà, donc il faut dire que c'est une innovation de de ce nouveau décret-là. Également, vous avez évoqué la classification des marchés publics. Vous avez pu parler du critère matériel, du critère des prix et aussi des critères formels. Donc, deuxièmement, dans le second point, vous avez évoqué le cadre réglementaire et institutionnel des marchés publics. Vous avez eu à parler, bien entendu, de tout ce qu'il y a eu comme l'encadrement normatif en fait, des marchés publics au Burkina Faso, notamment les textes réglementaires, les textes sous-régionaux, les textes UEMOA auxquels nous appartenons, bien entendu. Et il y a aussi les textes nationaux, voilà, notamment les lois, les décrets arrêtés, voilà, qui constituent le bloc normatif des marchés publics. À la suite de cela, notre présentateur a eu à parler du cadre institutionnel même, des organes de gestion de la commande publique. Voilà, où on a eu à évoquer, parler de la PRCP. Ça aussi, c'est une innovation, vous le disiez. Voilà, autrement, c'était PRM, personne responsable des marchés, et DMP pour certains sites où les marchés sont bien entendu d'une certaine importance. Il y avait le terme DMP qui était utilisé notamment dans les ministères, les sociétés d'État et certaines autorités administratives indépendantes. Voilà, même s'il est important de préciser qu'il y a certaines PRM qui passent plus de marchés que certains ministères même, où on a des DMP, voilà, notamment la CNSS, où bon, il y a une PRM là-bas, je pense que le nombre de marchés est bien entendu élevé et peut-être comparable à certains ministères même. Donc, il y a également le gestionnaire de crédit, il y a la CAM, il y a l'autorité d'approbation des marchés, la commission de réception des travaux et aussi la sous-commission technique d'évaluation des offres et des propositions. À l'issue de ça, vous avez évoqué, à proprement dit maintenant, les procédures de passation des marchés publics, qui est même en fait notre thème de ce jour. Mais bon, avant cela, il fallait bien entendu essayer de fixer le décor en vous entretenant sur notamment les concepts clés
et aussi quelques notions qui, bien entendu, peuvent nous permettre de mieux comprendre les procédures. Donc, suivant les procédures, il faut dire qu'il y a, premièrement, la détermination des besoins et planification des marchés que vous avez évoqué. Il faut dire que c'est assez important, bien entendu, de pouvoir planifier, dire clairement ce que l'administration veut. Une clarification exacte des besoins permet un bon déroulé de la commande publique du marché en question. Voilà, quand les besoins sont bien planifiés et que le soumissionnaire aussi connaît très bien les attentes de l'administration, je pense que le reste arrive ça évite bien entendu les incidents d'exécution. Voilà. Donc, à l'issue de cela, vous avez maintenant évoqué les procédures de passation à proprement parler. Donc, nous avons notamment constaté que vous avez évoqué les procédures de droit commun, également les procédures allégées et les procédures exceptionnelles. Voilà. À ce niveau aussi, nous avons constaté une innovation du nouveau décret, voilà, qui a consacré une nouvelle procédure de droit commun qui est la sélection du consultant individuel. Il faut dire que cette procédure est vraiment nouvelle, hein, parce que avant la loi de 2024, elle était méconnue. C'est-à-dire que, en fait, c'est une procédure c'est la déprocédure de la manif là qu'on a ramené au consultant individuel. Voilà, c'est pour dire que, bon, elle allège bien entendu la tâche de la commission des marchés, voilà, parce que c'est pour aller vite. Voilà. Donc, les consultants sont examinés, sont évalués sur la base des expériences, des CV. À l'issue de cela, le plus conforme, bien entendu, est invité maintenant à soumettre une offre technique et financière. Voilà. Et si à l'issue de cela, bon, l'administration n'est pas convaincue, on procède au deuxième sur la liste et ainsi de suite. Voilà. C'est bien de préciser que cette procédure-là est principalement réservée aux consultants individuels. Voilà. Et elle est utilisée peu importe le montant. Voilà. Elle permet bien entendu d'aller rapidement dans les conditions où une équipe d'experts n'est pas vraiment nécessaire et aussi où l'expérience et les qualifications du consultant constituent un critère de choix majeur. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur ce que vous avez à dire à nouveau. Donc, il y a aussi les procédures de droit commun et les procédures allégées où vous avez évoqué la demande de prix, la demande de cotation, la demande de proposition allégée et la consultation de consultants. Bon, qui sont des procédures qui étaient dans l'ancien décret, voilà, qui ont juste eu des modifications des modifications par rapport au seuil, des montants et tout. Voilà. Il y a également les procédures exceptionnelles que vous avez eu à évoquer, notamment l'appel d'offres restreint et aussi l'entente directe, qui sont des procédures exceptionnelles qui sont utilisées vraiment dans des circonstances exceptionnelles. Voilà, je prends par exemple le cas où il y a par exemple une inondation et que l'administration veut rapidement des habitats ou encore voilà, veut un bien ou un service dans l'urgence. Voilà, il ne peut pas patienter et publier un dossier d'appel à la concurrence, recevoir des offres, les examiner, choisir le plus qualifié. Bon, ça va être trop long. Voilà, alors que nous sommes dans l'urgence. Donc, en pareille situation, il est bien entendu admis de passer par des procédures dites exceptionnelles, notamment l'entente directe. Voilà, mais il faut dire que ces procédures-là sont bien entendu encadrées pour éviter bien entendu les abus. Voilà. Et il y a eu aussi le tableau récapitulatif qui est bien riche, hein, que nous apprécions beaucoup. Le tableau récapitulatif des seuils de passation selon les autorités contractantes, qui est bien clair et qui est assez indicatif. Voilà. Il faut souligner également que les collectivités à statut particulier sont en fait les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et Puitenga aussi, ok. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et j'apprends aussi Puitenga. Voilà. Et quand on parle maintenant de collectivités, outre que celles à statut particulier, c'est toutes les autres communes. Voilà, toutes les autres communes, notamment Koupéla, si vous voulez, Kaya et tout. Voilà. Donc, je pense que nous avons été édifiés à l'issue de votre présentation. Et ainsi prend fin la phase 2 de notre webinaire. Donc, nous allons inviter toutes ces personnes, tous les participants, toutes les
toutes les personnes qui ont des questions, des apports, des échanges, voilà, à bien vouloir se lever la main, voilà, pour que nous procédions à cette troisième phase-là. Donc, merci à vous, chers présentateurs, à nouveau. Nous allons donc permettre à nos participants d'échanger avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Epipane Sawadogo. Oui. Je ne sais pas si je peux poser une question. Oui, allez-y. D'accord. Allez-y, c'est avec plaisir qu'on va prendre votre question. Ok. C'est au niveau des définitions. Vous avez parlé du marché à commande. Je ne sais pas si on peut s'attarder sur ça, me donner plus d'explications. S'il y a, par exemple, s'il y a un marché, prendre le marché à commande, quel est l'avantage et l'inconvénient à ce niveau? Ok. D'accord. D'accord, donc nous allons permettre à notre présentateur de répondre à la question. Nous allons aller comme ça, ainsi de suite. Alors, nous allons répondre aux questions de façon ponctuelle. Donc, monsieur Semporé. Ok, merci à monsieur le modérateur. Merci à monsieur Epifani, ça va bien pour cette question. Alors, il faut savoir que le marché à commande est le marché qui est utilisé pour l'acquisition d'une certaine catégorie de biens où l'autorité contractante n'a pas de capacité de stockage, par exemple, ou bien déjà de la prestation, on ne peut pas quantifier de façon claire la nature des différents éléments qu'on fait dans la prestation. Je prends un exemple. Quand vous prenez par exemple deux pauses café que vous voulez faire, excusez-moi, je ne sais pas si c'est moi seul, mais mon volume est un peu. Je n'entends pas bien, ça crache un peu quoi. Ah, vous entendez, c'est comme ça? Oui, ça peut aller. Oui. Voilà. Donc, c'est le type de marché utilisé lorsque, en fait, l'administration n'a pas une certaine capacité de stockage, ou bien la nature même de la prestation est que l'administration déjà ne peut pas plus ou moins définir déjà les différentes quantités qu'elle a besoin. Donc, elle fait un marché de commandes à chaque fois que le besoin se présente. Voilà, elle émet des commandes pour que, bien sûr, le prestataire s'acquitte. J'ai pris l'exemple, par exemple, de pauses café au début de l'année budgétaire. L'entité sait qu'elle tient, bien sûr, des ateliers, des réunions. Elle sait qu'à chaque atelier et réunion, elle aura besoin de pauses café, de pauses déjeuner. Mais au début de l'année budgétaire, elle ne sait pas exactement c'est combien de plats qu'elle aura besoin. Voilà, donc, elle peut utiliser ce type de contrat-là pour, en tout cas, pour ce type de besoin. Il y va aussi de questions de nettoyage. Voilà, en tout cas, toutes les formes d'acquisition, donc l'administration n'a pas la capacité de stockage, n'a pas la capacité de prévoir le début de la passation du marché, les différentes quantités. Je ne sais pas si on s'est compris. Oui, c'est bon pour moi. Autre élément qu'il faut noter, au niveau de ce type de marché-là, il faut toujours préciser le montant minimum et le montant maximum qu'il faut avoir dans la formulation du contrat, et aussi la facturation doit être faite aussi au montant minimum, aux quantités minimum, au montant minimum. Voilà, voici un peu comment ce type de marché sont plus ou moins gérés. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'aimerais que l'administration s'engage pour le maximum et le prestataire en pareil cas s'engage pour le minimum. C'est pour dire que, par exemple, quand nous sommes dans des situations de marché à commande et qu'il faut prendre des garanties, les garanties sont prises
selon le montant maximum du marché. Le montant maximum du marché en commande la question. Donc, c'est cette précision-là que je tenais à ajouter. Merci. C'est bien. Autre question? Oui, Monsieur Cheikh Abdoul, nous sommes à vous. Vous nous recevez? Monsieur Nombré Khaled Abdoul Cheikh. Donc, nous allons passer au suivant. Apparemment, il y a des soucis techniques. Monsieur Dalla Abraham. Monsieur Dalla. Monsieur Dalla Abraham, vous nous recevez? Monsieur... Ici de retour. Oui, monsieur Nombré, vous êtes là finalement. Bonsoir, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Ma question s'articule un peu au niveau de la garantie. Est-ce que le plus souvent, on voit que les garanties, on demande que ce soit les institutions financières. Est-ce qu'avec pour les sociétés d'assurance, il n'y a pas d'impact? D'accord, nous recevons votre question. Merci. Merci, monsieur Nombré. Donc, nous allons passer la parole à notre présentateur pour apporter des éclaircissements à votre inquiétude. Alors, monsieur Nombré, sa question sur les différentes garanties on va rappeler un peu les différentes garanties qu'on peut avoir au niveau des marchés publics. Il y a d'abord la garantie de soumission qu'on peut avoir, bien la caution de soumission. Après, lorsque vous êtes retenu, il y a la garantie, la caution de bonne exécution que vous devez fournir avant de démarrer, bien sûr, la prestation. Alors, si vous voulez une avance de démarrage aussi, il y a la caution d'avance de démarrage que vous devez fournir avant le démarrage des différentes prestations. Je reviens au niveau sur les taux de différentes garanties. D'abord, pour la soumission, c'est compris entre 1 et 3%. Pour la garantie de bonne exécution, c'est 5%. La garantie d'avance de démarrage, c'est 30% généralement pour, bien sûr, le montant de l'avance de démarrage. Dans le cas du plus, on peut aller jusqu'à 40%. Alors, et après, on a les garanties de parfait achèvement. Donc, on peut retenir en tout cas 4 garanties qu'on a au niveau, bien sûr, des marchés publics. Il faut savoir que ces garanties peuvent être fournies par des institutions financières, comme vous l'avez dit, à savoir les banques, les institutions financières, mais aussi les assurances sont acceptées. Je ne sais pas s'il y a des autorités contractantes qui le refusent, doivent être acceptées, bien sûr, mais elles doivent être authentifiées, bien sûr, par les différentes autorités contractantes. C'est l'élément que je voulais ajouter. Une fois qu'elle est authentique, en principe, il n'y a pas de question légère. Merci à vous, monsieur Nombré. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Nombré, j'espère que vous êtes satisfait. Oui, parfaitement. Merci, monsieur. Merci à vous. Donc, nous allons passer la parole à monsieur Dalla Abraham. Monsieur Dalla? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, monsieur Dalla. Ok. Merci bien pour cette présentation. J'ai 2 questions. D'accord. La première question, c'est au niveau de la commission d'attribution des marchés. Oui. Je n'ai pas entendu
si les membres de la commission sont désignés par un arrêté ou bien un décret. D'accord. En plus de ça, je voudrais savoir, est-ce que nous avons la même méthode d'analyse des offres pour toutes les procédures de passation de marché, où il y a nécessité de la mise en place d'une sous-commission technique? D'accord. Est-ce que vous avez compris ma question? La deuxième, vous pouvez reprendre la deuxième question? Oui, c'est par rapport à l'analyse des offres là. D'accord. Pour les procédures, pour toutes les procédures où il y a nécessité d'analyser des offres, D'accord. est-ce que nous avons la même méthode d'analyse, que ce soit technique ou financière? D'accord. Merci. Nous avons bien reçu votre question, Monsieur Dalla. Alors, merci bien, M. Dalla, pour la question que nous allons en tout cas essayer d'apporter des éléments de réponse. Pour les membres de la sous-commission technique, ou bien c'est la grande commission, ou bien c'est la commission d'attribution pour la question. C'est la sous-commission, ou bien c'est la commission. Voilà, bon, j'ai pu comprendre en tout cas, c'est la sous-commission technique. Alors, c'est la grande commission. OK, les différents membres de la commission sont précisés bien sûr par, comment on appelle ça, par le décret d'application précise des différents membres de la commission. Le décret dit que le président, c'est la PRC. La PRCP, voilà, aussi le rapporteur, c'est le gestionnaire de crédit. Hein. Les membres statutaires, bien sûr, sont les représentants de la direction générale du budget, et puis les membres observateurs sont les représentants de la direction générale des engagements financiers et du contrôle des marchés. Voilà, donc c'est déjà même le décret qui définit en fait les différents membres des commissions. Donc bon, comme ces personnes sont déjà normalement précisées dans l'arrêté, les autorités contractantes en tout cas ne font pas recours en tout cas des textes officiels pour désigner ces différentes personnes. Alors pour les méthodes d'analyse, il faut retenir que les dossiers sont analysés bien sûr sur la base des critères précisés dans le dossier d'appel à concurrence. Voilà. Donc, tous les éléments que vous avez précisés dans le dossier d'appel à concurrence pour le choix, bien sûr, de la personne qui va être retenue dans le dossier d'appel à concurrence, c'est l'ensemble de ces critères qui doivent être utilisés pour l'évaluation des offres. Donc, pour un marché donné, je vais prendre un exemple, pour l'acquisition de matériel informatique, vous pouvez demander, dans votre dossier d'appel à concurrence, vous pouvez demander un échantillon, alors qu'une autre commission ne va pas demander un échantillon. Donc, vous n'allez pas avoir plus ou moins peut-être la même façon de travailler, mais toujours est-il qu'il faut savoir que ce sont les critères que vous avez précisés dans le dossier d'appel à concurrence qui doivent être passés en revue. Voilà, avant maintenant, en tout cas, de décider si une personne est techniquement conforme ou non techniquement conforme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu en tout cas à votre question, si je n'ai pas bien qu'on pouvait enchérir pour que je puisse en tout cas cerner un peu la préoccupation. Merci à vous, M. Dalla. Et encore merci au présentateur pour la fluidité. Non, j'ai deux questions, de moins. Je voulais revenir un peu sur les critères d'évaluation des offres. Est-ce que, en fonction du type de marché, est-ce que les critères évoluent? Est-ce qu'on a les mêmes critères, quel que soit le type de marché dont on a affaire? Ensuite, ma deuxième question concerne, en cas de litige ou bien de contestation d'attribution, quels sont les recours possibles? D'accord. Voilà. D'accord. Merci à vous. Merci bien, M. Wangré. Ok, merci bien, M. Wangré, pour les deux questions. Alors, il faut dire que pour les critères d'évaluation, qu'il s'agisse des travaux ou des équipements, alors je vais prendre des exemples pour qu'on essaie de se comprendre. Si vous prenez par exemple pour les équipements, à savoir les véhicules, le matériel informatique,
il y a une liste en fait d'un certain nombre de critères qui est disponible, donc vous pouvez vous en inspirer en fonction de vos besoins pour définir les critères dans le dossier d'appel à concurrence. Mais quand il s'agit des travaux, les travaux sont souvent assortis d'études, c'est-à-dire qu'il y a des études préalables, voilà, qui déterminent en tout cas la consistance des travaux, les différentes tâches de travaux et les différentes équipes ou les différentes technicités ou en tout cas, voilà, qu'il faut avoir pour pouvoir réaliser, par exemple, les travaux. Donc, c'est sur la base, bien sûr, du dossier d'études que vous allez fixer les critères. Par exemple, si vous devez construire un bâtiment R+5, c'est un exemple. L'étude fait sortir les différents éléments pour la construction d'un bâtiment R+5. Voilà. Peut-être les techniciens maintenant de l'autorité contractante, qui sont en tout cas parfois des techniciens du domaine, doivent s'assurer que pour la réalisation de tel type d'ouvrage, le chef du projet doit être un ingénieur en génie civil. Voilà, le chef d'équipe doit être un ingénieur des travaux en génie civil. Voici un certain nombre de maçons qu'il faut avoir, les maçons d'une certaine qualification, le nombre de maçons qu'il faut avoir, les équipements qu'il faut avoir, si le monsieur doit avoir une bétonnière, si le monsieur doit avoir des camions, ben voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est sur la base de l'étude qui va déterminer, bien sûr, la consistance des travaux, que les services techniques, sur la base aussi de leur connaissance, identifient les éléments nécessaires dont ils ont besoin, bien sûr, pour voilà, réaliser les travaux. C'est sur cette base-là que les critères sont définis et retranscrits dans le dossier d'appel à concurrence. Et c'est sur la base, bien sûr, de ces critères que les entreprises sont sélectionnées. Autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est qu'avec la nouvelle loi, les questions de marché similaires ne tiennent plus pour les marchés dont le montant prévisionnel est inférieur à 300 millions. Voilà, c'est pour faire en tout cas la promotion des PME. C'était aussi des éléments de critères plus ou moins administratifs qu'on avait utilisé pour en tout cas essayer de baliser le terrain, pour permettre que l'entreprise qui va avoir le marché soit quand même une entreprise plus ou moins expérimentée dans le domaine pour éviter plus ou moins les surprises désagréables. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. Deuxième question, le litige né souvent des passations ou les constatations. Dans le cadre institutionnel, j'ai rappelé que c'est la réponse de suite qui est l'organe indiqué pour trancher des litiges. Bon, quand les litiges tranchés, pour les procédures de conciliation. Voilà, donc s'il y a un litige qui est né suite à l'exécution ou suite à la passation d'un marché, même à l'exécution, elle doit être portée à la connaissance de la Cour qui va tenter bien sûr la conciliation. Si elle est effectuée, bien sûr, les différentes parties peuvent aller jusqu'au tribunal administratif en pour voilà, avoir le gain de cause. Merci beaucoup à vous, M. André. J'espère avoir répondu à une question. Merci. Monsieur Wangré. Oui, pour la première question, j'ai bien compris. Maintenant, pour la deuxième question, est-ce à dire que tout litige, si je comprends bien, la première étape, c'est aller à l'ARCOP, c'est ça? Il n'y a pas d'autres étapes qu'on peut faire avant d'aller à l'ARCOP? Je me permets, Monsieur Wangré, il faut dire que quand il y a une violation transparente des règles de transparence, bien entendu, des marchés publics, vous avez la possibilité de faire un recours préalable devant l'autorité contractante. C'est à l'issue de cela, si vous n'êtes pas bien entendu satisfait, que vous pourrez maintenant aller devant la COP auprès de l'organe de règlement des différends. Donc, principalement, il y a d'abord le recours préalable auprès de l'autorité contractante même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Oui. Voilà. Je comprends. Donc, c'est ça qui est la première étape. La suite de cela, maintenant, vous pouvez éventuellement aller devant l'ARCOP. Et si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pourrez maintenant aller devant le tribunal administratif qui a compétence exclusive en matière administrative. Je rappelle que le contrat de marché public est un contrat administratif. Donc, c'est le tribunal administratif qui est compétent pour trancher des cas de litige en matière de marché public. Alors, je vais ajouter un élément, le recours préalable, c'est pas complètement. Le recours préalable consiste bien sûr à contacter l'autorité contractante pour faire valoir bien sûr vos observations sur la procédure de passation des marchés
Voilà, si l'autorité contractante estime que vos objections sont fondées, elle pourrait reconsidérer sa position. À défaut, si sa position ne peut pas le considérer dans le sens que vous avez voulu, vous pouvez aller déjà devant l'organe de règlement des différends de l'accord. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller jusqu'au tribunal administratif, comme le modérateur l'a précisé. Merci. J'espère que vous avoir été intéressé. Monsieur André. Oui, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur André. Nous allons passer encore quelques minutes. C'est un thème quand même qui est intéressant, qui devrait susciter beaucoup de réactions. Bon, j'espère que les uns et les autres vont réagir pour permettre en tout cas de partager un peu les expériences. Ah, nous avons Monsieur Epiphane Sawadogo qui avait levé premièrement la main. Monsieur Epiphane. Oui. J'ai une question. Bon, disons deux questions. D'accord. Premièrement, je voulais savoir si c'est possible, en n'étant pas dans la base de données d'une entreprise, si c'est possible d'avoir un marché dans cette entreprise. Maintenant, deuxièmement, je voulais savoir si, par exemple, je me lève aujourd'hui que je veux attaquer les marchés au niveau des communes. Je veux savoir quel est le premier pas d'abord? Quel est le premier pas que je dois faire? Quelle institution je dois toucher? Et quels sont les marchés que je peux avoir sans agrément au niveau des communes? D'accord, Monsieur Sawadogo. Nous avons bien saisi votre question. Alors, merci bien à M. Sawadogo pour ces deux questions. La première question est de savoir est-ce que si je ne suis pas inscrit dans la base de données, est-ce que je peux être attribué dans le marché? A priori, non. Voilà, depuis 2023, les autorités contractantes ont l'obligation de constituer une base de données des fournisseurs. Et lorsque l'autorité contractante est dans le besoin, elle doit consulter dans sa base de données pour satisfaire à ses besoins. Donc, a priori, non. Il faut au préalable, en tout cas, être dans la base de données pour être consulté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la base de données a figé les dit. C'est-à-dire qu'en début d'année, lorsque les entités contractantes constituent leur base de données, à tout moment, elles peuvent modifier leur base de données. Je veux dire, ils peuvent faire des compléments, en fait. Voilà. Donc, le préalable, c'est d'être dans la base de données pour que vous soyez même consulté. Et aussi, même pour la consultation, vous ne pouvez pas être consulté deux fois pour la même nature de prestation ou d'acquisition de biens. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau. La deuxième question est de savoir les premiers pas lorsque on veut participer dans les marchés au niveau des communes et aussi les différents marchés qui peuvent être postulés sans agrément. Bon, il faut dire que aujourd'hui, le milieu des marchés publics est plus ou moins encadré par des agréments. Hein. Bon, là, maintenant, ce que je vais donner, c'est qu'on peut retenir comme marché que vous pouvez exécuter sans agrément parce que peut-être la prestation de pause café, de livraison de fourniture de bureau, que vous pouvez le faire sans agrément, pause café, fourniture de bureau, parce que même les questions de nettoyage, de gardiennage, du matériel informatique, des produits d'entretien, les produits d'entretien aussi, vous pouvez le faire sans agrément, de produits d'entretien, du matériel informatique de consommable, informatique des travaux, vous devez avoir des agréments. Donc, en dehors de ce que j'ai cité comme fourniture de bureau, les pauses café, en connaissance tous les autres éléments, en tout cas, pour avoir des agréments, pouvoir bien sûr être éligible à ce type de marché. Voilà un peu de façon ramassée ce que je peux dire à ce niveau. Ok, c'est bien compris. Vraiment, merci beaucoup pour les réponses.
Monsieur Saogo, un autre élément que je peux préciser. Vous êtes là? Oui, c'est là. Voilà, hormis bien sûr la demande de cotation, les procédures de droit commun comme l'appel d'offres, même si vous n'êtes pas dans la base de données de l'entité, vous pouvez bien sûr postuler. Voilà, voici un élément, un détail que je voulais ajouter. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je n'ai pas bien compris à ce niveau. Vous avez demandé si on peut, en n'étant pas dans la base de données d'une autorité contractante, est-ce qu'on peut être attributeur de marché? Oui. Voilà, donc j'ai précisé que dans le cadre de la demande de cotation, obligatoirement, vous devez être dans la base de données. Mais maintenant, si vous n'êtes pas dans la base de données et que la procédure utilisée est la procédure de droit commun, à savoir l'appel d'offres ouvert, c'est ouvert, vous pouvez postuler sans être dans la base de données. Ah, ok. À ce niveau, je comprends. Je comprends bien. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter comme élément. Voilà, la base de données est applicable seulement pour la demande de cotation. Ok. Autre élément aussi qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, les autres types de procédures sont des procédures allégées, comme on a dit. Sinon, tous les types de marchés, quel que soit le seuil, peut être passé par la procédure de droit commun, à savoir l'appel d'offres. Même si vous avez un marché dont le montant, bien sûr, de 2 millions, 3 millions, vous pouvez passer par l'appel d'offres ou bien sûr acquérir des biens ou en tout cas réaliser les travaux. Maintenant, comme on a les procédures allégées, c'est pour ça les gens font recours bien sûr à ce type de procédures. Alors donc, pour essayer d'encadrer les procédures allégées comme la demande de cotation, c'est pour ça qu'on a demandé aux autorités contractantes, bien sûr, de constituer des bases de données. Alors, si ce n'est pas dans le cas de la demande de cotation, que si c'est un appel d'offres ouvert, même si vous n'êtes pas dans la base de données de l'autorité contractante, vous pouvez soumissionner et être retenu. Merci, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, M. Tawargo. Donc, nous avions M. Dalla. Oui, effectivement, il y avait levé la main. D'accord. J'ai revu encore sur mes analyses. D'accord. Pour les analyses financières, par exemple, de deux marchés, D'accord. je prends, par exemple, appel d'offres ouvert pour travaux et demande de proposition allégée, par exemple, pour les prestations intellectuelles. Est-ce que pour les offres financières, c'est la même méthode d'analyse? Parce que nous, on était confrontés à une situation pareille. Ça n'a pas été facile pour nous. Merci. D'accord, M. Sempori. Merci à vous, M. Dalla. Nous allons permettre à notre présentateur d'apporter des éléments de réponse à votre interrogation. Alors, merci à M. Dalla. Pour les appels d'offres, comme on a dit, l'évaluation financière, c'est bien sûr lorsque l'entreprise est techniquement conforme, qu'elle est retenue pour passer bien sûr à la procédure suivante qui est l'évaluation financière. Au niveau de l'évaluation financière, vous faites une vérification arithmétique des prix. Vérifier les quantités, bien sûr, les prix unitaires pour voir, bien sûr, si les sommations sont bien faites. Sinon, vous corrigez les offres, mais la variation ne doit pas dépasser un certain seuil. Si la variation dépasse 15%, bien sûr, de l'enveloppe initiale, vous pouvez écarter, bien sûr, ce soumissionnaire-là. Et aussi, il y a les offres anormalement basses et les offres anormalement élevées qui est retenu au niveau, bien sûr, de l'évaluation financière pour les marchés des travaux, qui n'est pas retenu au niveau, bien sûr, des prestations intellectuelles. Alors, donc, lorsque un prestataire, lorsque l'offre, bien sûr, d'un prestataire dépasse 15% ou est en deçà de 15% de la moyenne pondérée de l'enveloppe prévisionnelle de l'autorité contractante et des différents soumissionnaires, vous êtes en mesure, vous avez la possibilité, bien sûr, sur la base
du décret de l'écarter. Mais cela n'est pas applicable au niveau, bien sûr, des marchés de prestations intellectuelles. Voici un élément fondamental que je voulais préciser. Hormis cela, bon, je ne vois pas d'élément, en tout cas, qui puisse différencier fondamentalement au niveau de l'évaluation financière. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci. D'accord, merci à vous, M. Dalla. Nous avions Madame Séré Bibata qui demandait dans le chat à savoir pourquoi est-ce que au niveau des contrats des ONG, il n'y a pas d'enregistrement. Apparemment, il ne reçoit pas. Nous avons M. Valentin Wangré qui a levé la main. C'est pour un apport ou c'est pour une question? Non, c'est pour une question. Ok. D'accord, nous allons voir oui. Monsieur Wankouni? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit parfaitement. Ok. Au fait, ma question est liée au niveau des cotations, des attributions. Je vois que la loi dit non qu'il est défendu, il est interdit d'attribuer une société deux cotations au niveau de la même structure. Je prends l'exemple, je suis dans le commerce consommable informatique et je fais un peu de prestations comme plomberie, entretien et réparation. Et vous me suivez? Oui, on vous reçoit. Allô? Monsieur... Oui, monsieur Digemde, nous vous je disais, je suis dans le commerce et la prestation. Le commerce et les prestations. Commerce consommable informatique et prestations, entretien et réparation comme ça. Et je dépose ma manifestation à la mairie de Yargo. Maintenant, la loi dit non qu'il est interdit d'attribuer la même structure courant même année et deux cotations par exemple. Alors qu'au niveau de ma manifestation, je dépose avec des items ou des lots qui n'ont vraiment rien à voir. Prestation, commerce, c'est pas lié. Maintenant, je n'arrive pas à comprendre quoi. Ou c'est moi qui fais mal la lecture de la loi. Peut-être c'est ça aussi. Ok, merci bien, M. Kasba pour la question. En principe, je dis bien, en principe, c'est la même nature de prestation que vous ne pouvez pas être éligible deux fois. Même nature de prestation. C'est pour ça que les autorités contractantes font des allotissements. Quand je dis allotissement, le premier lot peut être acquisition de matériel informatique, concevoir d'informatique et entretien de matériel informatique. Le deuxième lot peut être acquisition de fournitures de produits d'entretien. Alors, si vous êtes retenu, par exemple, dans le premier lot qui est l'acquisition de matériel informatique, vous ne pouvez pas, en tout cas, être encore retenu, comment on appelle ça, dans ce lot. Mais pour une autre nature de prestation, vous pouvez être retenu. C'est ce que le texte dit. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a des interprétations. Certains vont jusqu'à dire que vous ne pouvez pas, comme vous l'avez dit, si vous êtes attributeur d'un marché chez une autorité contractante, vous n'avez plus le droit ou vous ne pouvez plus, en tout cas, avoir un marché chez cette autorité contractante. Moi, la lecture que je fais de ce que le décret dit, le décret a bien précisé même nature de prestation. Donc, si en principe les natures sont différentes, en principe, vous pouvez être éligible, bien sûr, à un autre marché. Bien sûr, pas dans le même lot. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, ça me va. Ça me va. La réponse est parfaite. D'accord. Merci à vous, M. Digemde. Donc, nous allons passer la parole à M. Wangré, qui nous revient à nouveau. M. Wangré. Ok, merci. Merci oui, à ma vous. question est relative aux procédures de résiliation de contrat.
Maintenant, je voulais, est-ce que M. Semporé peut revenir un peu sur les procédures administratives et également, surtout pour les marchés de travaux, hein, peut-être revenir sur les documents qui doivent accompagner les décisions de résignation. Merci. Ok, merci bien, M. Wangé. C'est vrai que la procédure de résiliation, on est au niveau de l'exécution, mais on va en tout cas apporter des réponses. Bon, peut-être que l'autre pourrait finir où on va aller au niveau de l'étape de l'exécution. Alors, ce qu'il faut retenir, lorsque l'autorité contractante constate que le marché, en tout cas, n'avance pas dans le sens souhaité, lorsqu'il y a des résultats constatés sur le terrain, l'autorité contractante doit émettre des mises en demeure. Donc, première mise en demeure qui doit en tout cas éviter l'entreprise à bien sûr mobiliser tous les éléments, toutes ces ressources pour absorber le retard. Si cette première mise en demeure est restée sans suite ou la réaction de l'entreprise n'est pas à la hauteur de ce que l'autorité contractante attend, l'autorité contractante, en tout cas, peut encore émettre une deuxième mise en demeure pour éviter l'entreprise à redoubler d'efforts pour absorber les retards. Après la deuxième mise en demeure, lorsque l'entreprise, en tout cas, ne s'affaire pas pour absorber le retard, l'autorité contractante est fondée, bien sûr, de décider le marché. Ça, c'est sur la base de mise en demeure. Deuxième élément, lorsque les pénalités de retard atteignent 10% du marché, l'autorité contractante est fondée, sans mise en demeure, de résilier le marché, sans mise en demeure. Et aussi la résiliation, comme c'est un contrat entre deux parties, la résiliation aussi peut être de commun accord entre, bien sûr, l'entreprise titulaire du marché ou de l'autorité contractante. Alors, lorsque l'entreprise titulaire du marché, sur la base de certains contrats, de certaines raisons objectives, estime à un certain moment qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le marché, elle peut adresser un courrier pour demander à l'autorité contractante la résiliation du marché. Ou si l'autorité contractante prend bien sûr connaissance des différents éléments énumérés, si elle accepte la résiliation du marché, elle peut notifier bien sûr la résiliation du marché à l'entreprise. Alors donc, parallélisme de forme, c'est l'autorité d'approbation en principe qui doit signer l'acte de résiliation. Donc voici ce que, en tout cas, je peux résumer ce qui concerne bien sûr la résiliation. Donc, premièrement, deux mises en demeure sans suite pour procéder à la résiliation. Ou lorsque les pénalités de retard atteignent un certain montant du marché, vous pouvez procéder à la résiliation sans mise en demeure. Et troisième possibilité de résiliation, c'est la résiliation de commun accord, bien sûr, des parties. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Oui. Merci à M. Semporé. C'est bon, mais je voulais que vous nous précisiez un peu par rapport aux mises en demeure dont vous parlez. Est-ce qu'il existe de façon précise des intervalles de temps ou bien c'est en fonction de l'état d'avancement des travaux qu'on doit s'appuyer pour ces mises en demeure? Merci. OK, M. Wangé, a priori, le texte réglementaire ne précise pas le délai entre la première mise en demeure et la deuxième mise en demeure. C'est laissé à la discussion de l'autorité qui estime à un certain moment, voilà, qu'au-delà du calendrier qui a été déroulé, que l'entreprise a l'état, elle émet bien sûr la première mise en demeure et dans un délai raisonnable, elle peut émettre la deuxième mise en demeure. Il n'y a pas vraiment de délai réglementaire, il n'y a pas de nombre de jours réglementaires à ce niveau. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, M. Semporé. J'allais ajouter que faut dire que l'administration également dispose de la prérogative, l'autorité contractante dispose de la prérogative de résilier le marché à sa seule initiative, dans la mesure où, quand nous nous retrouvons dans une situation où le besoin objet du marché même disparaît, l'administration peut résilier le marché pour absence de besoin, absence d'objet. Voilà, je vous rappelle encore que le contrat de marché public est un contrat administratif dont les règles sont dérogatoires au droit commun. Voilà, donc dans ce type de contrat-là, l'administration a
un pas en avant vis-à-vis de l'autre contractant. Ce qui fait qu'il peut décider de rompre le marché à sa seule initiative. Supposons, je prends l'exemple d'un cas où l'administration souhaite commander, par exemple, des vivres scolaires pour des enfants, déplacer des personnes, déplacer internes, et que à la foulée, voilà, un opérateur économique vient faire une donation, un don. Il se trouve que le marché n'était pas encore lancé, ou peut-être le marché était en phase de passation. À ce moment, l'État peut décider, non, dire, non, bon, à ce moment, vu qu'il n'y a plus d'objet de marché, nous allons annuler la procédure de passation. Et c'est fondé dans son principe, parce que l'État a sa seule initiative, a la prérogative de faire, de payer ces formalités-là. Donc, c'est la précision que je tenais à ajouter. Ok, merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci à M. Ouedraogo pour cette précision. Il a rappelé effectivement, quand on dit que c'est un contrat administratif, ça a tout son sens. Hein. Voilà, un contrat administratif, c'est un contrat qui contient bien sûr des clauses exorbitantes, c'est-à-dire c'est des clauses qui donnent en tout cas un certain nombre de prérogatives de pouvoir à l'État d'agir. Voilà, ce sont des clauses que vous n'allez pas retrouver dans un contrat entre bien sûr entre personnes physiques ou personnes morales de droit privé. Merci. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci à vous, M. Semporé, pour l'apport. Et merci à M. Wangré pour les échanges. Et à M. Djigemde qui lève le doigt. Monsieur Djigemde, levez la main. D'accord, madame, on va revenir à Madame Bibata Serré. Madame Bibata, vous êtes là? Je suis là. D'accord. Je tenais également à préciser que, à la lumière Pardon? à la lumière du Code général des impôts, je tenais à préciser que le contrat de marché public est l'enregistrement au contrat des marchés publics est une exigence légale qui vise bien entendu à garantir la sécurité juridique et la bonne gestion des fonds publics. Pendant de cela, les marchés publics passés sur le territoire, dans les limites territoriales du Burkina Faso, doivent être soumis à un droit d'enregistrement de 3%. De combien de pourcents? 3%. Donc, ça veut dire que ça concerne uniquement les marchés publics, alors que les marchés des ONG sont des entités, des organisations non gouvernementales. Ok. C'est pas commercial. Exactement, des marchés. Non lucratif. Exactement. Ok. En tout cas, à la lecture de ce texte-là, c'est tout à fait normal que ces marchés-là, les marchés passés par les ONG, ne fassent pas l'objet d'enregistrement, puisque ce ne sont pas des marchés publics. Ok. On peut retrouver ce texte juridique là dans quel document? Dans le Code général des impôts. C'est le CGI. Le CGI, il y a la disposition Général des impôts. Ok. C'est sur la base du Code général des impôts. Voilà, vous pouvez aller donner les précisions. D'accord. On pourra vous envoyer des impôts après, à l'issue du webinaire. D'accord. Donc, c'est à partir de D'accord, l'article merci. 428. Voilà, mais on pourra vous envoyer le code général des impôts. C'est à partir de l'article 428 dans la section 4. Enregistrement de proprement public. D'accord. Donc, Monsieur Djigembe qui lève la main. Monsieur Djigembe, vous êtes là? Il me semble que non. Monsieur Djigembe? Oui, en fait, je suis là, c'est une erreur de manipulation. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que s'il n'y a plus... D'accord, merci à vous. Merci à tous les participants. Merci à l'équipe technique. Je pense que s'il n'y a plus de questions, nous allons clore ce webinaire.
et saluer, dire merci à notre présentateur du jour, M. Tasséré Semporé, expert comptable stagiaire qui nous a édifié. Voilà, sur pas mal de choses, notamment les procédures de passation des marchés publics, le cadre réglementaire, le cadre institutionnel des marchés publics au Burkina Faso. Je pense que, compte tenu même du temps, sinon on peut en exposer pendant plus d'une journée même. Voilà, il est bien aguerri sur ce domaine-là. Donc, nous vous remercions à nouveau pour votre expertise, pour votre participation, votre présentation. J'espère qu'on vous retrouvera lors d'autres occasions pour éventuellement d'autres webinaires à animer. Merci à tous les chers participants, merci à l'équipe technique. Donc, s'il n'y a plus grand chose, je vais laisser la parole à M. Ouedraogo pour clore ce webinaire. Bon, en attendant qu'on règle ce souci technique-là, je vais permettre à notre présentateur du jour, M. Semporé, de laisser un dernier mot avant qu'on ne se quitte. M. Semporé. Merci bien au modérateur dont ce webinaire a fait l'objet. Merci à l'ensemble des participants qui ont consacré en tout cas 2 heures de leur temps. Un vendredi soir, ce n'est pas évident. Donc, je tenais vraiment à les dire merci. C'est vrai que, comme le modérateur a dit, les marchés publics, on peut passer toute une journée là-dessus. Et c'est pour ça que nous avons décidé de séquencer. Là, on est d'abord dans la procédure. Après la procédure, il y a l'exécution. Après l'exécution, il y a bien sûr d'autres aspects des marchés publics qu'on peut voir. On a essayé en tout cas de circonscrire des thèmes à ce niveau, mais Inch'Allah, peut-être qu'il y aura d'autres occasions où on va échanger en tout cas sur les autres plans des marchés publics. Certaines questions ont besoin déjà dans les... Mais en tout cas, si Dieu le permet, et puis avec l'accompagnement technique du cabinet Fitali, peut-être on pourra développer à l'avenir les différents thèmes. Encore merci au cabinet Fitali pour l'opportunité et merci à vous d'avoir consacré en tout cas 2 heures de votre journée pour participer à ce webinaire. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour ce dernier mot, M. Tasséré Semporé. Merci à nouveau à vous. Donc, s'il n'y a plus grand-chose, nous allons donc clore ce webinaire et remercier à nouveau les participants, voilà, pour avoir consacré tout ce temps-là à ce webinaire consacré au marché public, procédure de passation des marchés publics au Burkina Faso. Comme vous l'avez dit, si Dieu le permet, s'il y a la santé et s'il y a aussi l'accompagnement technique de notre cabinet, je pense que nous pourrons encore nous entretenir sur plusieurs autres thèmes concernant les marchés publics. On pourra donc s'étaler peut-être sur l'exécution et notamment même, ou encore l'exécution et le règlement même de la commande publique. Voilà. Ou encore les procédures bailleurs. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Monsieur Ouedraogo. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo, pour cette conclusion. Merci également à Monsieur Semporé pour avoir accepté passer 2 heures à nous partager vos connaissances. Maintenant, je rappelle que les webinaires, c'est chaque semaine et que la semaine prochaine, nous aurons encore d'autres webinaires. Donc, nous abordons les thèmes allant de la comptabilité jusqu'à la communication, en passant par d'autres sujets comme l'informatique ou d'autres sujets même transversales. On pense à accueillir un nutritionniste ici là pour partager ses connaissances sur comment manger pour bien se porter au travail et rester longtemps en bonne santé. Mais au-delà de tout ça, je suis le gestionnaire du projet des webinaires. Donc, je suis à la recherche constamment de personnes qualifiées et qui sont de bonne volonté pour animer les webinaires. Donc, je suis en train de partager mon adresse email dans le chat. Je suis en train de partager mon adresse email dans le chat. Toutes les personnes qui sont de bonne volonté et qui aimeraient bien partager leurs connaissances avec notre communauté, vous pouvez m'écrire directement par mail et on va trouver un créneau pour vous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon début de week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour